Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la déformation élastique. La déformation élastique va dépendre du type de liaison. Et vous vous rappelez, l'année passée, je vous ai déjà parlé de ces différents types de liaisons. Et je vous redessine ici des atomes, par exemple des atomes de silicium. Et ces atomes de silicium vont être liés ensemble par des liaisons covalentes. En fait, les électrons de valence des atomes de silicium vont être partagés en différents atomes de silicium dans ce qu'on appelle les orbitales communes, que je dessine ici. Et grâce à ça, ça permettra à chacun de ces atomes de silicium d'avoir 8 électrons sur la couche de valence, donc d'être stable. Il va donc y avoir des orbitales communes à deux atomes de silicium adjacents. Ces orbitales vont évidemment être très localisées parce que les atomes de silicium sont eux-mêmes répartis selon un réseau cristallin qui est périodique. Et puis elles vont aussi être très directionnelles parce qu'évidemment ce sera la direction entre ces atomes de silicium. Et c'est là qu'on va trouver les électrons. Et donc ces électrons, ils seront aussi très liés à la structure. Ils ne pourront donc pas se déplacer. Ce seront des électrons qu'on appelle localisés. Et dans ce cas-là, on va parler d'une liaison covalente, et vous le savez, on a ces liaisons covalentes, par exemple dans les chaînes principales des polymères, mais aussi dans certaines céramiques, comme le carbure de silicium et le diamant. Quand on mélange des atomes qui ont des électronégativités très différentes, eh bien, on va avoir des cations et des anions. Les anions sont ceux qui ont la plus grande électronégativité, donc ça va attirer les électrons, ils vont donc porter une charge négative, et ils vont être un petit peu plus grands que les cations, parce que justement, il y aura plus d'électrons autour d'eux. Et puis quand on a ça, on va avoir un cristal ionique qui va se former, parce qu'on aura des charges ponctuelles plus et des charges ponctuelles moins, comme j'ai dessiné sur ce petit schéma. Dans ce cas-là, on va avoir un transfert d'électrons, c'est-à-dire que les cations ont donné un électron aux anions, un ou plusieurs électrons, et puis dans ce cas-là, les électrons sont localisés proches des anions. Ils ont donc aussi du mal à se déplacer. Et c'est la liaison qu'on retrouve en particulier dans les céramiques, tout ce qui est oxyde de métal, oxyde d'aluminium, oxyde de silicium, ou carbure, ou nitrure. Le troisième type de liaison, c'est la liaison métallique, par exemple pour le fer, l'aluminium, le cuivre, ou des alliages d'éléments métalliques. Alors dans ce cas-là, les électrons sont partagés, c'est-à-dire qu'ils vont être répartis autour des atomes, dans ce qu'on appelle un nuage électronique. Ça va faire que le noyau des atomes va rester positif, donc on aura, si on veut, des ions positifs qui seront baignés dans un nuage électronique négatif. Dans ce cas-là, les électrons vont être libres, et ça va permettre au métal d'avoir certaines propriétés qu'on connaît bien, comme par exemple la conduction électronique, mais aussi thermique, qui est faite aussi par les électrons, et aussi la brillance, par exemple. Alors si je prends deux atomes au hasard, eh bien, ils vont s'attirer, en particulier avec les forces électrostatiques, donc avec cette force rouge que vous voyez ici, mais ils vont aussi se repousser parce que c'est évident qu'ils ne vont pas pouvoir être les deux au même endroit, en particulier leurs orbitales électroniques vont se chevaucher, ce qui n'est pas possible. Donc on va avoir un équilibre entre la force de répulsion et la force d'attraction, la flèche rouge et la flèche bleue, et cet équilibre aura lieu à la distance interatomique, qui sera en fait la distance qu'il y a normalement entre ces deux atomes. Si je redessine ces différentes forces en fonction de la distance interatomique, je vais avoir en rouge, et qui va vers le bas, l'attraction, donc la force rouge qu'on a vue avant, et en bleu, vers le haut, la force de répulsion. Et la somme de ces deux forces, que je dessine ici en gris, va passer par un point minimum et aussi une valeur nulle, et quand la force est nulle, quand la somme des forces est nulle, vous le savez, on est à l'équilibre. Donc on trouvera ici la distance interatomique ou la distance d'équilibre. Donc mathématiquement, ces deux forces seront de la forme 1 sur la distance d à une puissance donnée, avec un moins évidemment pour l'attraction parce que on est dans le négatif.
Et puis, pour la répulsion, la même chose, 1 sur d à la puissance b. Et la force grise, donc ce sera la somme de la force d'attraction et de la force de répulsion. Et puis évidemment, on va avoir le coefficient b qui est plus grand que a, ce qui explique pourquoi la pente de la répulsion est plus rapide, proche de la distance interatomique nulle. Et si on veut trouver l'énergie U, on va devoir intégrer la force sur la distance dx. Et vous savez, c'est la même chose que si on fait la force fois le déplacement de son point d'application. Donc cette énergie U, on va la dessiner en jaune, et ça va être l'intégrale de la courbe grise de la somme des forces qu'on avait avant. Et on va avoir un minimum exactement à la distance interatomique. Et c'est normal parce que l'énergie est minimale quand on est à l'équilibre. Et si on regarde maintenant la force proche de la distance d'équilibre, eh bien on voit qu'on a quelque chose qui est à peu près linéaire, donc avec une pente constante. Donc on a une relation de proportionnalité entre la force et la distance. Et ça nous rappelle un modèle qu'on connaît depuis la mécanique, qui est le ressort. Donc on va utiliser ce modèle mécanique qu'on connaît pour modéliser le matériau. La force du ressort, on peut l'écrire comme F est égal à K fois D, donc D est la distance, et K est la constante de ressort, ou sa rigidité. Dans le cas du matériau, cette rigidité s'appelle le module d'élasticité. Une différence qu'on a avec un ressort, c'est que quand on a un matériau, finalement, on a quelque chose qui est en 3 dimensions, donc on a des ressorts dans tous les sens. Et la réponse du matériau à la contrainte, c'est-à-dire la déformation, va dépendre de comment la force ou la contrainte interagit sur ces différents ressorts. Donc, dans le cas de la pression hydrostatique, on a finalement les angles entre les différents ressorts qui restent les mêmes. Et donc, dans ce cas-là, on peut écrire la contrainte P qui est égale à moins K, le coefficient de compressibilité, fois la variation relative de volume ΔV sur V0. En cisaillement, on va appliquer une force de même direction mais de sens différente sur les deux faces du cristal. Et dans ce cas-là, on aura une contrainte tau qui sera proportionnelle au module de cisaillement G fois gamma, qui est la déformation dans cette direction-là, qui est égale à la tangente de l'angle qui va être formé par cette déformation, cet angle que l'on appelle θ. Et finalement, en traction, on va tirer selon une direction, ici la direction horizontale avec la force représentée par les flèches noires. Et là, ça va allonger le cristal. Ça va aussi causer une contrainte qu'on va appeler sigma. Et puis, cette contrainte, elle sera proportionnelle au module de Young, E, fois la déformation, epsilon, qui dans ce cas-là est l'allongement relatif, donc delta L, sur la longueur initiale L0. Donc notre modèle de ressort, F est égal à KD, il est un petit peu différent pour les matériaux parce qu'il va dépendre du type de sollicitation qu'on lui impose, traction, cisaillement ou pression hydrostatique. Et puis il va aussi dépendre, mais ça on le verra plus tard, de la direction dans laquelle on tire. Par exemple, si vous regardez le premier dessin avec la traction, c'est évident que si on tire dans la direction des flèches rouges, on va tirer sur la diagonale du cube et ça va être un petit peu différent que ce qu'on a fait avant. La constante de proportionnalité entre la contrainte et la déformation, ici le module de Young E, eh bien, elle va dépendre de la rigidité des liaisons. Donc pour les céramiques, ça va varier entre 9 gigapascales et 1200 gigapascales pour le diamant qui a une liaison covalente. Pour les métaux, compte tenu de la liaison métallique, on va être un petit peu en dessous des céramiques. On va commencer avec le plomb qui a à peu près 13 gigapascales de module élastique et le maximum ce sera l'osmium, bien plus bas que le diamant avec 570 gigapascales. Et puis tout en bas, on a les polymères qui ont des liaisons covalentes dans les chaînes mais qui sont reliées par des liaisons faibles entre les chaînes. Donc on va varier entre des mousses qui peuvent avoir jusqu'à 1 mégapascal seulement de module de Young et au maximum les alkydes qui arrivent à 20 gigapascales. Et maintenant on va s'intéresser à la validité de ce modèle de ressort pour modéliser les matériaux.
Donc la première condition, la proportionnalité entre la contrainte et la déformation, ce qui correspond pour le ressort à la force et à l'allongement, eh ben ça marche. Par contre, dans le cas du matériau, la rigidité ou le module de Young va dépendre de la distance entre les atomes, donc de l'allongement. Et ça, on l'a vu parce qu'on a vu que les forces de répulsion ou d'attraction dépendaient de cette distance-là. Donc ça ne correspond pas à ce qu'il y avait dans le ressort. Et puis finalement, le troisième problème qu'on a vu, c'est que quand on a un matériau, finalement, on a un réseau tridimensionnel de ressorts, alors que le ressort, lui, il est simplement unidimensionnel. Et puis finalement, vous voyez sur la figure de droite que si on dessine pour des matériaux qui ont des liaisons covalentes tétraédriques, donc de même nature et de même direction, on voit qu'il y a une proportionnalité entre la distance interatomique d'équilibre et le module de compressibilité. Et évidemment, ça marche avec le module de compressibilité parce que, comme je l'ai montré avant, les angles entre les atomes ne changent pas lorsqu'on applique une pression isostatique. Pour mesurer le module de Young, on va utiliser un essai de traction. Donc on va prendre une éprouvette, par exemple une éprouvette cylindrique de section S0 et de longueur initiale L0, et on va appliquer à ces deux bouts une force F. Ça va nous allonger l'éprouvette d'une distance ΔL. On peut ensuite dessiner la force en fonction de l'allongement ΔL. Et comme l'allongement va bien sûr être plus important si on a une longueur initiale d'éprouvette plus grande, on va définir une nouvelle variable, la déformation, qui va être égale à ΔL sur L0. Et on va définir aussi une nouvelle variable pour la force, la contrainte, qui sera la force divisée par la section initiale, parce qu'évidemment, si l'éprouvette est plus grosse, on aura besoin de plus de force pour faire la même déformation. Grâce à ça, on peut observer la première partie de la courbe de traction. Et évidemment, là, on a comme si on avait un ressort, donc on a une partie linéaire, et la coefficient de linéarité, ou la pente, est égale au module de Young. On a aussi une valeur maximale qu'on peut atteindre, qui est RE, et qui est définie comme la limite élastique. À partir de cette limite, donc si on augmente encore la contrainte, on aura une déformation plastique. Mais on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Maintenant, on peut essayer de calculer l'énergie élastique. Alors si on avait un ressort, un petit élément d'énergie, ce serait un petit élément de force fois un petit élément d'allongement. Maintenant, on n'a pas un ressort, on a un matériau. Donc le petit élément d'énergie dU, on va l'écrire comme d sigma fois d epsilon. Là, on a deux variables, sigma et epsilon. On va utiliser la loi de Hooke, sigma égale epsilon fois E, pour en éliminer une, et on va écrire du est égal à E fois d epsilon, et grâce à ça, on va pouvoir intégrer par rapport à epsilon, et on va avoir finalement la moitié de epsilon au carré fois E. Et si on remplace une nouvelle fois avec la loi de Hooke, on peut écrire la deuxième version, U égale 1,5 sigma carré sur E. Donc finalement, U c'est l'aire d'un triangle, et ici je le dessine pour une contrainte égale à RE. Quelles sont les unités de cette énergie? Eh bien pour ça on va prendre la deuxième équation qui nous disait donc en fait que U était égal à sigma carré sur E. Donc les unités de sigma carré sur E, ce sont des gigapascales ou des mégapascales. Et puis finalement vous le voyez bien, les mégapascales c'est pas une unité d'énergie mais c'est des newtons par millimètre carré. Et si on remultiplie ces newtons par millimètre carré par des millimètres divisé par des millimètres, donc par 1, eh bien on va avoir des newtons fois des millimètres, c'est-à-dire des joules ou des millijoules, et des millimètres carrés fois des millimètres, ce qui fait des millimètres cubes. Donc on a une densité volumique d'énergie. Il y a quelque chose dont on n'a encore pas parlé dans la déformation élastique, c'est ce que vous voyez sur cette image. Lorsqu'on tire sur une éprouvette, elle s'allonge dans une direction, ΔL, mais elle va réduire sa section dans les autres directions. Donc on va avoir ici un ΔD négatif. C'est ce qui a été découvert par M. Poisson, qui a donné son nom au coefficient de Poisson, qui est en fait écrit avec la lettre nu, et qui correspond à moins la déformation dans l'axe Y ou dans l'axe X, alors qu'on tire sur l'axe Z, donc moins epsilon Y divisé par epsilon Z. Grâce à cette équation,
ou grâce à ce coefficient plutôt, on peut aussi déterminer la variation volumique relative, donc delta V sur V0, qui est égale à epsilon z, la déformation dans le sens de traction, fois 1 moins 2 nu, comme vous le voyez ici. Et quelles sont les valeurs de ce coefficient de Poisson pour les différents matériaux? Donc on a ici nu qui varie de gauche à droite, donc de 0 à 0,5, et dans l'autre sens, on a la variation de volume qui est nulle à droite et positive lorsque nu tend vers 0. J'ai représenté ici les différentes classes de matériaux, avec en jaune les céramiques, dont le coefficient de Poisson varie entre 0,5 pour le diamant qui est très rigide et 2,5. Les métaux en rouge, dont le coefficient nu varie entre 0,27 environ pour l'acier par exemple, et 0,45 pour un métal beaucoup plus mou, le plomb. Et puis finalement les céramiques, on a aussi une variation entre environ 0,33 pour le nylon et 0,5 pour le caoutchouc qui ne change pas de volume lorsqu'on tire dessus. Et pour finir, j'aimerais faire un petit saut dans le temps. Donc on était resté en 1811 avec le traité de mécanique de M. Poisson qui définissait son coefficient. Et puis là, je vous montre un article des années 2010 environ, dans lequel on voit que finalement, ce coefficient nu, il n'est pas forcément seulement compris entre 0 et 0,5, mais il peut être aussi négatif. Et un coefficient de Poisson négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on tire sur l'éprouvette, on tire sur le matériau, il va s'allonger, mais dans ce cas-là, sa section ne va pas se réduire, elle va augmenter aussi. Et ça peut paraître assez spécial et difficile à comprendre par rapport à ce qu'on a vu précédemment, mais c'est le cas en particulier pour certaines structures de matériaux tridimensionnels, comme les mousses que vous voyez ici, parce que ces mousses, quand on tire dessus, eh ben, elles se déforment, et elle s'allonge dans les 3 directions, si on veut bien. Et je pense que ce genre de mousse, ce genre de structure tridimensionnelle est assez inspirante maintenant, parce que vous vous rappelez, et vous savez certainement qu'on est capable de fabriquer des matériaux grâce à l'impression 3D, donc potentiellement de réaliser de telles structures. Je vous laisse cet article sur le Moodle du cours, et puis je finis comme d'habitude par citer mes sources. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et de m'envoyer vos commentaires, vos corrections, il y en aura certainement, à mon email ici dessous. À bientôt.